T'étais accro. Ah, ça te rendait accro. Combien de Survector tu prenais? Je prenais 4, 5, 6. Je pouvais pas vivre sans la plaquette. C'est ça, ouais. J'ai eu des patientes d'ailleurs, qui consommaient jusqu'à 120 comprimés de Survector par jour. Ouais, que je comprends très bien, parce que ça t'apporte cette espoir de force. Voilà, ça te donne une illusion de force, que tu maîtrises tout. Le médicament, c'est devenu un objet de consommation. C'est devenu quelque chose qui doit améliorer notre confort, notre plaisir, notre quotidien, qui n'a pas grand-chose à voir avec la maladie, mais qui a tout à voir maintenant avec une conduite dopante, une conduite d'amélioration de notre état au quotidien. C'est une réelle révolution sociologique. Autre exemple de cette révolution sociologique, l'usage détourné du modiodal, que l'on appelle aussi le modafinil. Ce produit est un puissant éveillant, uniquement prescrit en France pour les gens qui souffrent de troubles graves du sommeil. Il permet notamment aux narcoleptiques de ne pas s'endormir sur leur lieu de travail et facilite leur vie sociale. Son absence d'effets secondaires séduit une poignée de personnes bien informées qui y ont recours ponctuellement pour pouvoir tenir des cadences infernales. Uniquement délivré sur ordonnance exceptionnelle, ce médicament est pourtant disponible sur Internet pour 90 € la boîte. Jimmy Kempfler travaille dans une association. Dans les festivals de musique, il prodigue conseils et soins aux toxicomanes. Il maîtrise les effets et les dangers de tous les types de stimulants. Pourtant, lui-même avoue se doper parfois au modafinil. Le but, l'efficacité professionnelle à tout prix. Le boulot que je faisais consistait parfois à travailler 40-50 heures non-stop, des fois des semaines de 90-100 heures. Et il est évident qu'il fallait un truc pour tenir. Nous menions des actions de prévention, de réduction des risques et de soins dans le milieu festif. Les free parties, notamment les grands technivals, c'est d'ailleurs à ces occasions-là qu'il m'est arrivé de ne pas du tout dormir pendant 3-4 jours. À la fin de l'action, il fallait ramener les gens. Ça évitait de s'endormir au volant, ça permettait de repousser encore un petit peu les limites de la fatigue. Repousser les limites de la fatigue est un enjeu stratégique et donc militaire majeur. C'est en 1991, lors de la première guerre du Golfe, que le modafinil, que l'on appelait alors le Virgile, fut testé par l'armée française sur ses propres soldats. À l'époque encore à l'étude, le produit ne bénéficiait pas d'autorisation de mise sur le marché. Yannick Morvan a 48 ans, c'est un ancien légionnaire aujourd'hui à la retraite, victime d'irradiation à l'uranium appauvri et de différentes expérimentations. Pendant la guerre du Golfe, il en garde des séquelles irréversibles. Il vit à côté de sa mère qui l'aide dans son quotidien. Il a aussi fait partie des premiers soldats à qui on a donné l'ordre de consommer du modafinil en mission. Ces vétérans, qui considèrent avoir été traités comme des cobayes, sont toujours en procès avec l'État français pour obtenir des réparations. On prenait une pilule et puis ça nous remettait en route un petit peu pendant 6-8 heures. Le docteur Lagarde est au service de santé des armées. À l'époque, il dirigeait les recherches sur le modafinil et suivait le résultat des expériences menées sur le terrain. Le modafinil a été utilisé la première fois en situation opérationnelle lors de la première guerre du Golfe en 1991. Il n'y a eu aucun effet secondaire rapporté. Tous ont été extrêmement satisfaits de la prise de modafinil, puisque même un officier a dit que la nuit était la continuation du jour. J'avais l'ordre de prendre la pilule tous les 8 heures. Je travaillais beaucoup, moi, j'étais mécanicien. Donc je faisais les missions de reconnaissance le matin avec les sections de combat. L'après-midi, le soir, je faisais la mécanique sur les véhicules et la nuit, je montais la garde. Donc il me restait très peu à dormir. Il me restait 3 heures, 4 heures à dormir et c'était très difficile. Dans la société dans laquelle on vit, des fois, il y a des coups de bourre, il faut bosser beaucoup, il faut donner, il faut assurer, il faut prendre ses responsabilités avec des enjeux importants. Et à ce moment-là, oui, c'est un dopant avec des conséquences minimes s'il est pris ponctuellement. J'ai une patiente qui a un métier typiquement à charrette, comme on dit, qui est le métier de l'architecture. Donc, sur des périodes parfois de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, elle consomme 4 à 6 comprimés de modafinil par jour pour pouvoir livrer à temps son projet.
Quelles sont les conséquences? C'est qu'au bout d'un mois, vous la retrouvez avec 10 kilos de moins et totalement irritable, ne supportant plus rien. Et finalement, cette molécule, qui est bien tolérée, si elle est en situation d'abus chronique, va entraîner ces débordements. Je vais dire, comme avec la cocaïne, ne nous leurrons pas. Not tonight. Cocaïne, ce nom de drogue est devenu par provocation une boisson énergisante aux États-Unis. Les energy drinks sont des mélanges musclés de soda, de sucre et de caféine. Leur effet boostant immédiat en a popularisé l'usage dans les milieux de la nuit. Aux États-Unis, ces boissons représentent 35 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. La particularité de cocaïne est d'être la boisson la plus puissante du marché. Elle contient 280 mg de caféine, soit l'équivalent de 8 expressos. Son créateur, James Kirby, cherche à l'exporter en France. 3 à 5 minutes après avoir bu cocaïne, vous ressentez une puissante montée d'énergie. Nous appelons ça l'instant rush. Au bout de 15 minutes, la caféine agit et vous maintient éveillé encore 5 heures. Cette nouvelle boisson aura pour effet secondaire, pour beaucoup, d'entraîner un mal-être plus qu'une amélioration des performances. Parce qu'à cette quantité de caféine, qu'est-ce qui va se passer? Pour certains, des maux de tête, pour d'autres, un état de fébrilité avec des palpitations cardiaques, des tremblements, et surtout une sensation intérieure de bouillir sans savoir un petit peu ce qui se passe. Aux États-Unis, c'est le travail avant tout. Les boissons énergisantes favorisent les performances. Ça vous permet de travailler plus et de gagner plus d'argent. C'est un vrai phénomène de société. Ouais, ok, merci, à demain. Hier, je n'ai dormi que 4 heures. Alors au lieu de boire du café le matin, je bois ça. L'effet dure 4-5 heures. Au déjeuner, je bois la deuxième. Le soir, quand je vais au concert voir mes groupes de rock jusqu'à 2-3 heures du mat, je bois la troisième. Ça me permet de faire une bonne journée de 20 heures sans dormir. Le goût de la performance ne se limite pas à l'univers professionnel, mais envahit aussi le champ de la sexualité. En vente depuis bientôt 10 ans et fort de plus de 20 millions de prescriptions dans le monde, le Viagra se banalise de plus en plus. Comme ses concurrents, Cialis et Levitra, la petite pilule bleue est abondamment détournée. Pas besoin d'attendre la panne pour s'en servir. Viagra, Cialis, Levitra, que sais-je, enfin tous les produits qui sont aujourd'hui sur le marché, ne sont pas que des médicaments, mais sont des aphrodisiaques, tout simplement vendus en pharmacie et non plus accessibles en sex shop. C'est précisément l'usage détourné qu'en fait le public. Le public a compris que c'était des aphrodisiaques. Il a compris que prenant ces médicaments-là, il n'était pas malade, il était simplement à la recherche d'une performance. Lionel a 29 ans et il n'a pas de problème d'érection, mais il a trouvé un dopant pour se sentir à la hauteur dans toutes les circonstances. Le Viagra est un médicament cher car il est encore sous brevet et non remboursé par la sécurité sociale. Une boîte de 8 comprimés de 100 mg coûte plus de 100 €. J'ai pas eu peur de la panne. C'est vraiment que je voulais donner le top du top parce que la demoiselle que j'avais en face de moi pouvait pas se contenter du gars normal. Je prends mon demi-comprimé, je sens que je dépasse mes limites, que je dure plus longtemps sur la relation. C'est ce qui me fait passer pour, on va dire un étalon. Le Viagra, c'est l'analogue de l'anorexie chez les jeunes filles, l'analogue du culturisme chez les hommes, c'est l'analogue de la performance pour me regarder faire une performance. Et l'autre, si elle est heureuse, si ce qu'elle en pense, ce que ça lui fait, c'est très secondaire. Nous sommes ici dans un studio au sud de Paris. Loïc Luc réalise avec son épouse une séance de photos pornographiques qu'ils espèrent vendre à un magazine. Ce couple a déjà réalisé plusieurs films dits de reality sex. Les stimulants sexuels s'invitent régulièrement à leurs ébats filmés. Allez Loïc, à toi maintenant. À toi de te vendre maintenant. J'ai tout perdu, je suis à sec. T'as l'appart, t'as le Hummer, t'as tout ce que j'avais de côté. Moi, je te propose quelque chose. Je te vends mes services. Tu vas me vendre tous tes services? Je compte pas les heures, mais là, ça va faire 5 heures. J'ai besoin de me poser un petit peu, là. Une petite pause, hein? Pas d'une petite Parce que là, j'ai un peu moins de sensibilité. Je vais prendre un petit peu
De Cialis, non, t'embête pas, ça vient pas de toi, ça vient que c'est les heures qui tournent et c'est un peu plus... J'ai relancé un peu la machine. Moi, de préférence, je vais l'absorber avec quelque chose de sucré, un glucide rapide, pour que ça passe rapidement dans l'organisme, et de manière à pouvoir repartir. Et avec ça, je vais pouvoir donc, dès que je vais pouvoir me recaresser, et je vais pouvoir donc reprendre mon érection, et on va pouvoir faire une séance de 10, 11, 12 heures, et finir par une éjaculation. Quand on doit sortir 1200 photos et travailler sur 10-11 heures, et pour être sûr de vraiment donner du qualitatif et pouvoir vraiment faire de belles photos, moi personnellement, au bout de 5-6 heures, je commence un petit peu à baisser le régime, ça commence à devenir pénible. Enfin, pénible dans le sens où j'ai du mal à garder l'érection. Je pense qu'on fait un effort qui est différent de certaines personnes, on fait de la performance, c'est ce que le public réclame. À partir de là, moi je suis pas contre un petit coup de pouce. Dans le milieu de la nuit gay, la circulation de stimulants sexuels est admise et banalisée. On parle maintenant de sex clubbing. La pornographie gay a également adopté ces nouveaux boostants. Ce jeune homme travaille à la RATP, mais on le connaît plus sous le nom de Taurus, star du porno gay. Il tourne des films à Los Angeles et connaît les ficelles du milieu depuis 6 ans. La proportion de consommation de Viagra dans le milieu du X est de à peu près, je dirais, 99,9%. Toutes les productions possèdent du Viagra. Et donc, en l'occurrence, on ne nous dit pas est-ce que tu veux du Viagra, ou du moins plutôt prends du Viagra. On nous dit simplement voilà, il y a du Viagra et si tu en as besoin, viens me voir. Pierre a préféré garder l'anonymat. Ce trentenaire travaille dans un sex club gay parisien. Il associe souvent drogue désinhibante et stimulants pour se dépasser sexuellement. Les stimulants sexuels, oui, permettent des marathons sexuels, mais effectivement, il est possible de commencer à 11h du soir et d'en sortir à 10h du matin, en ayant toute la nuit, avec des pauses, des relations sexuelles avec plusieurs partenaires. Mon record personnel, je ne saurais pas forcément le chiffrer comme ça, mais ça peut être 8-9, ça peut être 8-9-10. Ces mecs-là, en général, sont des actifs qui vont aller tirer leur coup, faire jouir le passif, ne pas jouir, et passer à un autre. C'est-à-dire que ceux-là, ça va être... ils sont là pour faire une performance. C'est ce soir, j'ai tiré 10 mecs et je bandais comme un taureau. Le glissement vers un usage festif était absolument